Bienvenue dans le podcast Trends Bourse, avec un regard sur l'actualité économique et vos investissements par Gaël Poncelet, journaliste chez Canal Z, et Guy Legrand, journaliste chez Trends Tendance. Ce podcast vous est présenté avec le précieux soutien de KeyTrade Bank, le leader incontesté du marché du trading en ligne en Belgique. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de votre podcast Trends Bourse. Beaucoup de choses à évoquer cette semaine. Évidemment, l'élection de Donald Trump qui a clairement bousculé les marchés et chacune des décisions qu'il a prises depuis qui fait réagir. On reviendra également sur les résultats de Nvidia et la réaction étonnante des marchés aux résultats. Et puis on reviendra un petit peu en Belgique pour parler un petit peu de DEME. Bonjour Guy Legrand. Bonjour Gaël, bonjour à tous. Évidemment, je ne vais pas parler de ça toute seule. Commençons donc avec cette élection de Donald Trump. Et soyons honnêtes Guy, il y aura vraiment, on le retiendra, l'avant et l'après Trump sur les marchés. Oui, absolument, et on a un petit peu de recul maintenant pour en juger, et le moins qu'on puisse en dire, c'est que les prévisions faites par les analystes se sont vérifiées. C'est un scénario, il est rare qu'un scénario que l'on pourrait juger aléatoire au départ se réalise avec autant de brio, autant de précision. On avait dit que l'élection de Donald Trump, sonnerait un bel élan à Wall Street, enfin l'élection, oui, gagnée par lui. Rappelons, si besoin en était, que dans son programme, il y a l'abaissement de l'impôt des sociétés de 21 à 15%. Kamala Harris visait au contraire une hausse à 28%. Forcément, il n'y a pas photo. Wall Street a donc bien réagi, plus 3,7% instantanément, si je puis dire. Un peu plus tard, on est à plus 5 de manière globale. Ok, réaction positive, c'est le moins qu'on puisse en dire. Et a fortiori pour les deux secteurs qui avaient de la même manière été présentés comme les favoris, ceux qui allaient vraiment bénéficier de la victoire du candidat républicain, le secteur financier. Pourquoi ? Parce que lui est un homme de dérégulation. Déjà, les républicains le sont, mais Trump est encore plus que la moyenne sans aucun doute. Donc beaucoup plus de liberté pour le secteur financier. Plus 7% dès sa nomination, enfin, dès sa victoire, plus 10% un peu plus tard, donc ça se confirme, ce n'est pas un feu de paille. Il en va de même pour l'autre secteur qui était favori en cas de victoire de Trump, qui est le gaz et le pétrole. Ici, sa victoire signifie beaucoup plus de facilité d'exploration, de production, y compris en saccageant la nature, diront certains. Plus 6% au moment même, et un peu plus tard, on est à plus 12, donc confirmation ici aussi du scénario évoqué. Ça s'est passé comme prévu. Incroyable, c'est merveilleux. Avec un autre secteur qui, il faut en parler, et s'en est fort bien tiré aussi, c'est celui de la crypto-monnaie, le Bitcoin qui a atteint des records sur records sur records à la suite de l'élection et des décisions de Donald Trump qui ne font qu'encourager ça. Mais oui, on savait que ce candidat républicain était très favorable au Bitcoin, il est poussé dans le dos par d'autres qui le sont encore plus que lui. Elon Musk, on ne pas le citer. Exactement. Rappelons quand même que Donald Trump, il y a 4 ans, traitait le Bitcoin et la crypto d'arnaque et qu'il a changé d'avis, non pas à mon avis parce qu'il a trouvé le Bitcoin joli, mais parce qu'il s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre d'électeurs beaucoup plus importants qu'il y a 4 ans dans ce domaine-là. Oui, sans aucun doute. Et donc tout à coup, il en a fait son cheval de bataille et ça a fonctionné. Ça a fonctionné, on ne sait pas s'il pense la même chose qu'il y a 4 ans et qu'il ne le dit pas, on ne sait jamais. Mais non, il y a une dynamique énorme, une explosion de ce Bitcoin parce que ça change tout. Et juste une petite chose, c'est qu'en fait, ce qui a joué aussi sans aucun doute, c'était moins évoqué, c'est le fait que le patron de la SEC, donc Securities and Exchange Commission, qui est le régulateur du marché américain, Gary Gensler, partira en janvier. Il sera remplacé sans aucun doute par un homme de Trump, un homme qui pense comme lui. Or, ce Gary Gensler est un personnage qui était très, si pas opposé au Bitcoin, qui freinait énormément. Il faut savoir qu'aujourd'hui encore aux États-Unis, le négoce du Bitcoin est très limité. Et on passe par les ETF, oui, mais autrement, il n'y a pas tellement de possibilités. Donc, on attend un changement considérable en janvier. Et bien sûr, ça s'est inscrit dans les cours du Bitcoin dès la victoire de Donald Trump, évidemment.
Alors en Europe aussi, on a, pu profiter d'une certaine façon. En tout cas, un secteur a vraiment profité. On s'y attendait quand même un peu. C'est le secteur de la défense qui a tiré son épingle du jeu de cette victoire. Mais oui, absolument. Certains l'avaient prévu et c'est vrai. Rappelons, si besoin en était, que ce cher Donald Trump a dit plusieurs fois, écoutez les Européens, vous me cassez un peu les pieds là, à être aussi avares de dépenses en défense, et nous qui assurons la défense de l'Occident, si vous faites pas un petit effort, on va vous lâcher, vous vous débrouillerez tout seul et on sera plus dans l'OTAN. Donc, on s'est dit, oui, effectivement, comme il a gagné les élections, il va falloir se bouger un peu de ce côté-ci de l'Atlantique. Et les valeurs de défense ont repris du poil de la bête. Elles en avaient déjà repris beaucoup, évidemment, depuis l'invasion de l'Ukraine, faut-il le rappeler. Safran n'a pas beaucoup bougé, le français. Le britannique BAE, plus 12% en une semaine, et puis ça s'est étiolé. Par contre, l'italien Leonardo garde une belle longueur d'avance. Il a quand même progressé de l'ordre de 17%. Et alors, l'allemand Rheinmetall est le vrai vainqueur, plus 32% en quelques semaines. Rheinmetall est un constructeur de chars. Certains se souviendront du contrat du siècle passé, avec les chars Léopard que la Belgique avait acheté en plus de 300 exemplaires. Un contrat énorme. Rheinmetall avait doublé en quelques semaines à peine après l'invasion de l'Ukraine. C'est l'entreprise qui en avait le plus profité. Et on se dit, bon, maintenant, ça commence à être bien payé. Non, Rheinmetall a encore triplé depuis lors. C'est une des grandes vedettes de la bourse de Francfort. Alors, c'est vrai qu'il faut dire qu'au-delà de l'aspect politique et donc de l'impact qu'une décision comme une victoire électorale peut avoir, l'Européen reste un friand des actions américaines. Mais oui, et la victoire de Donald Trump n'a fait qu'accentuer encore la chose. Ce n'est pas de sa victoire que date l'importance des actions américaines dans les portefeuilles européens. Mais c'est vrai que les gestionnaires européens la plupart d'entre eux ont mis énormément d'actions américaines dans les portefeuilles parce que l'économie américaine se porte toujours bien, alors que l'européenne est quand même un petit peu en léthargie. C'est surtout maintenant parce que pendant que Trump triomphait, ou un peu après plutôt, c'est tout récent, les fameux indicateurs PMI européens sont passés en dessous de 50, donc l'Europe ne marchait pas trop bien, ce coup-ci elle est vraiment en panne, donc il n'est pas étonnant de voir qu'un tas de gestionnaires sont à plus de 60% d'actions américaines, dans leur portefeuille. Faut quand même signaler que les actions américaines ne signifient pas être exposées uniquement au marché américain via les grandes valeurs internationales américaines. On est aussi exposé au reste du monde, bien entendu. Il y a une valeur américaine de prédilection, en tout cas elle a tiré la couverture pour cette année 2024, c'est Nvidia. On a eu les résultats, elle a publié ses résultats la semaine dernière. Alors personnellement, moi j'ai quand même eu le sentiment que les résultats étaient plutôt bons et pourtant j'ai beaucoup entendu des vents contraires. Alors qu'est-ce que j'ai loupé dans ces résultats? Mais non, rien loupé, effectivement. Moi j'entendais un analyste la semaine dernière parler de résultats décevants. Non, ils sont pas décevants, désolé. Les gens ont peut-être été déçus, mais c'est pas parce que les résultats étaient décevants. On parle ici donc du trimestre à fin octobre. Nvidia a un exercice très décalé. Il se termine d'ailleurs un peu avant la fin du mois. Bon, quoi qu'il en soit, c'est le troisième trimestre de son exercice 2024-2025 qui est souvent affiché 2025. Donc, j'explique, on n'est pas encore en 2025, mais on est déjà presque à la fin de l'exercice appelé 2025. Voilà, comme ça, pour dissiper tout malentendu. Alors, les chiffres sont bons. Plus de 35 milliards de chiffre d'affaires, alors qu'on en attendait moins de 33. C'est quand même pas mal, plus de 94% sur un an d'ailleurs. Le bénéfice par action, 78 cents, on en attendait 74. C'est quand même pas vilain du tout. La hausse sur un an est de 111%, ce qui est plutôt remarquable aussi. Petit bémol en passant, le bénéfice est en hausse, supérieure aux attentes. La marge brute, elle, est plus ou moins étale. Il n'empêche que tout va bien. À en croire la CFO de l'entreprise, la demande de puces, donc de semi-conducteurs, est toujours staggering, c'est-à-dire faramineuse. Les résultats sont bons parce que le marché est bon. Dire qu'ils sont décevants, c'est un peu un abus de langage quand même. Je suppose quand même que s'il y en a qui trouvent ou qui disent que c'est décevant, c'est qu'on doit avoir à certains endroits des éléments qui sont négatifs. Il doit y avoir des bémols. Oui, il y a des bémols. Non, c'est clair qu'il y a des bémols. Déjà, la marge brute, donc, a
légèrement régressé, enfin 75%, on va dire que c'est quand même une très belle marge, il y en a peu qui arrivent à ça. Mais la puce Blackwell, cette fameuse puce révolutionnaire, plus puissante, moins d'énergie, n'est toujours pas vraiment commercialisée. On avoue toujours chez Nvidia qu'il y a des petits problèmes de mise au point. Les prévisions du 4e trimestre, donc pour rappel qui se terminera fin janvier 2025, au moins 37 milliards de chiffre d'affaires. Oui, d'accord, mais enfin vous êtes déjà à 35 les gars, donc 2 milliards de plus, c'est bien dans l'absolu, mais pour Nvidia c'est pas mirobolant, il faut quand même bien le reconnaître. Donc les résultats dépassent l'estimation, oui, mais c'est au plus bas. Pas assez. C'est au plus bas depuis presque 2 ans. Donc alors les gens sont pas contents, ben comment ça ne dépasse que 2%. Donc vous voyez, le marché dans un premier temps avait bien réagi. À l'ouverture après publication des résultats, la veille, plus 5%. Une heure plus tard, moins 1%. Et depuis lors, l'action ne fait rien. Les résultats sont bons, mais de la part de Nvidia, bon, ce n'est pas suffisant. Meilleur qu'attendu, ça n'est toujours pas suffisant. Ça devait être beaucoup, beaucoup, beaucoup meilleur qu'attendu. Et ça, ce n'était quand même pas le cas. On sait aussi que les propos et les avis d'experts du monde, en tout cas de la technologie, de l'IA, est important. Et il y en a quand même qui annoncent un ralentissement des usages de l'intelligence artificielle. Oui, c'était la semaine dernière, une grand-messe de Microsoft, et le CEO a déclaré effectivement que la croissance des usages de l'intelligence artificielle avait tendance à ralentir. Alors, on sait que ces usages ont explosé. S'ils commencent à ralentir un peu, ça signifie pas évidemment qu'il y aura plus de demande pour les puces de Nvidia du jour au lendemain. D'ailleurs, selon l'entreprise, la demande sera toujours supérieure à l'offre au début 2025. Donc c'est peut-être chercher un peu la petite bête, il faut bien le dire. Enfin, en fait, c'est pas une corneille qui annonce l'automne, on en est très loin. Disons que peut-être que l'été est un peu moins chaud, c'est tout. Donc Nvidia. Mais non, c'est vrai que Nvidia, peut-être arrivé à un petit plafond. Les analystes sont toujours très chauds. 48 à l'achat, 12 accumulés, il n'y a pas un seul qui conseille de vendre, avec des prévisions qui vont en moyenne à $170, 20% de plus que le cours actuel. Certains visent $220. Pour notre part, Trends-Bourse, on dirait que on ne se précipite plus. Nvidia peut-être un peu en régime de croisière plutôt qu'en croissance exponentielle. On peut prendre une partie de ces bénéfices quand même, soyons sérieux, soyons raisonnables. Alors revenons en Belgique pour s'intéresser un peu à DEME. DEME qui, rappelons-le quand même, fait entre autres du dragage. Mais c'est un grand acteur historique du dragage, au même titre que son confrère Yann de Nul en Belgique ou que Boskalis aux Pays-Bas. Alors, dragage, c'est au départ draguer des canaux qui s'envasent régulièrement, c'est draguer des ouvertures de ports et d'estuaires donnant accès à ces ports. Ce fut de plus en plus ensuite la construction d'îles. Donc ce sont d'énormes travaux, ça évidemment, on déplace des montagnes de sable par exemple. Îles pour l'esbrouf, comme dans les Émirats, dirons-nous, oui. Mais aussi maintenant de plus en plus pour les énergies offshore, la construction d'îles supportant des éoliennes, et c'est d'ailleurs devenu la première division de DEME. C'est 1,5 milliard maintenant, ça a doublé en 2 ans cette activité-là, c'est énorme. Alors les résultats de DEME qui ont été publiés ici dernièrement sont pas mauvais. Non, le 3e trimestre est même fort bon. Le 1er trimestre avait déjà été bon avec une progression de 30% du chiffre d'affaires. Au 3e trimestre, on est à plus 34,8 grâce encore une fois à cette énergie offshore, plus 52% sur 9 mois. Donc oui, belle croissance. Le carnet de commandes s'est un peu étiolé. Là, il n'a pas été renouvelé entièrement. Il est à 7,1 milliards au lieu de 7,8 milliards il y a 1 an. Ça reste costaud, ça reste confortable. Et les prévisions, petite parenthèse, 2024, plus 20%. Très bien pour l'ensemble de l'année. Mais on pourrait se dire, oui, mais attendez, on est déjà à plus 30. Oui, mais en fait, fin 2003 avait été très costaud. Donc, quand ils disent, on sera à plus 20%, ça n'est pas une déception. C'est donc tout à fait logique. Et avec une marge de l'ordre de 18%, un peu comparable à ce qu'elle était. Donc, tout baigne à première vue, en tout cas.
Oui, parce que voilà, la croissance de l'entreprise, il faut pas s'attendre à de grands exploits, d'autant que dans ce cas-ci, l'élection de Donald Trump, pour y revenir, n'a pas vraiment fait du bien. Mais non, parce que le marché américain s'ouvrait, il avait longtemps été très fermé, le marché américain s'ouvrait, c'était une bonne nouvelle, mais bon, avec Trump, on risque de construire un peu moins d'îles éoliennes, voire plus du tout, donc là, c'est une perte de marché potentiel. Remarquons quand même que les problèmes de l'île Princesse Elisabeth du côté belge, dont le coût a explosé, ça donne aussi un petit élément d'incertitude. Mais en fait, ce qu'il y a aussi, c'est que finalement, le bémol principal vient de Démé lui-même. Ils ont dit en effet, les exercices à venir, les années à venir, seront comparables à l'année 2024. Comparable, ça veut dire un chiffre d'affaires équivalent, une marge équivalente. Autrement dit, ça veut dire pas vraiment de croissance. Donc, Démé, qui a connu quelques années difficiles, s'est bien rattrapé. Les résultats 2023 étaient bons, 2024 bons. Et puis maintenant, on arriverait à une période presque de stagnation. Donc voilà, on va pas trop s'emballer forcément. Les analyses restent positives. 4 à l'achat, 3 accumulés ou gardés, plutôt conservés. Personne n'est à la vente. Enfin voilà, nous sommes acheteurs aussi peut-être, c'est une valeur de base remarquable. En dessous de 150, ça n'est pas cher. On va pas en espérer des miracles et on ne serait plus acheteur au-delà de 160, a fortiori 170, peut-être même un peu à la vente à ce moment-là. Voilà donc pour les grandes actualités de ces marchés de ces derniers jours. Quelles leçons peut-on tirer cette semaine, Guy ? Mais je reviendrai sur un détail un peu technique, à savoir donc que l'exposition aux États-Unis n'est pas équivalente à l'exposition aux actions américaines. C'est une chose assez évidente, mais qu'on a parfois un peu tendance à oublier. On sait bien qu'en achetant l'action Nestlé, on n'est pas exposé au marché suisse, ou alors de manière parfaitement marginale et même super marginale. Mais le problème se pose pour la Chine. Tout le monde n'a pas confiance dans la Chine en tant que pays, décisions politiques, interférences énormes, point de vue juridique, c'est pas évident. Mais n'oublions donc pas que on peut très bien être exposé à la Chine via des entreprises occidentales. Et c'est ce que révèle le calcul fait par Dalen, j'évoquais tout à l'heure. Ils ont 64% d'actions américaines en portefeuille, mais ils ont été voir au niveau de l'activité, donc en sous-jacent, ça n'est plus que, entre guillemets, 45% aux États-Unis. Le reste, c'est l'Europe en partie sans doute, et les marchés émergents qui, de 14, montent à 30% au niveau exposition. Donc, pour revenir à la Chine, n'oublions jamais qu'on peut très bien, et beaucoup le font, parmi les gestionnaires professionnels, être exposé à la Chine aussi, voire surtout, voire exclusivement, en achetant des entreprises occidentales qui sont présentes. C'est une chose à ne jamais oublier. Eh bien, merci beaucoup, Guy, de nous éclairer de vos lumières. Rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau point sur les marchés. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute fidèle et à très bientôt. Voilà pour cet épisode du podcast Trends Bourse. Vous pouvez lire plus d'astuces, de conseils et d'analyses pour vos investissements chaque semaine dans Trends Tendance. Ce podcast vous est présenté avec le précieux soutien de Keytrade Bank, le leader incontesté du marché du trading en ligne en Belgique.